Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission politique consacrée à la transition écologique Calédonie 2024. C'est la toute dernière émission. Et avec moi ce soir pour présenter, comme depuis le début d'ailleurs, Hubert Gérauf, responsable de BVF Nouvelle-Calédonie. Hubert, bonsoir. Bonsoir Falaï, bonsoir à tous. Eh bien ce soir nous allons recevoir notre dernier candidat, Philippe Gomès, représentant Calédonie Ensemble en province sud, et même déroulement que pour les émissions précédentes. Nous commencerons pour un tour de chauffe avec des questions personnelles. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet avec des questions précises sur le programme du parti. Et nous conclurons par une question qui projettera la réflexion sur la Calédonie de 2050. Merci Hubert et on retrouve tout de suite notre invité. Philippe Gomès, bonsoir. 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 Vous êtes tête de liste Calédonie Ensemble en province sud, vous êtes député de la seconde circonscription, vous avez occupé des postes tels que président de la province sud, président du gouvernement, maire de la Foi. Un très court résumé de votre long parcours politique. Trop long peut-être. Philippe Gomès, on va commencer par vous poser 3 questions personnelles avec Hubert. D'accord. Alors depuis une quinzaine d'années, la société prend de plus en plus en compte l'environnement. Et vous, qu'est-ce que vous faites différemment depuis 15 ans sur le plan personnel ? Je trie. Je triais pas du tout avant mes déchets. Je mettais tout ça dans un même pochon, un sac en plastique à usage unique. Et je mettais tout ça à la poubelle. Désormais, j'ai un tout petit geste éco-responsable. C'est 3 fois rien, mais je trie notamment tout ce qui relève des piles. Et tout ce qui relève des bouteilles en verre, enfin des bocaux et différents récipients en verre. Et puis je vais les mettre dans les petites boîtes qui conviennent, qui sont dans l'agglomération, puisque c'est assez bien fait sur Nouméa. Et donc voilà, mon petit geste éco-responsable. Alors c'est pas grand-chose, vous voyez, je dis ça en toute humilité, mais voilà, je pense que si chaque Calédonien le fait, demain et après-demain, ce sera quelque chose de positif pour notre société. Êtes-vous plutôt igname ou pomme de terre ? Un pomme de terre, parce que, vous savez, j'étais maire de la Foi, et j'avais créé une fête, je préfère vous le dire, je l'avoue, mais vous le savez déjà, c'était la fête de la pomme de terre. J'ai jamais entendu Vous parler. n'avez jamais entendu parler de là. Je pensais que votre question était téléguidée. C'était pas pour autre chose, mais... C'est la fête de la pomme de terre que j'ai créée en 1990, qui a duré quasiment une quinzaine d'années. J'ai ensuite changé de braquet puisque j'ai créé le Festival du cinéma de la Foi. Donc vous voyez, je suis parti d'une manifestation agricole traditionnelle pour passer à une manifestation artistique un petit peu différente. Alors pourquoi la pomme de terre, excusez-moi, c'est important parce que la moitié de la production de pommes de terre de Nouvelle-Calédonie est issue des champs de la Foi et est traitée par l'OCEF à la fois et triée à la fois. Donc voilà pourquoi je suis pomme de terre. D'accord. Pour rester sur votre marque, en tant que cinéphile averti, quel est le film, selon vous, qui parle le mieux d'environnement ? Le plus extraordinaire que j'ai vu, alors d'ailleurs je ne vais pas me souvenir du titre, c'est extrêmement dommage, c'est plus un documentaire d'ailleurs avec une actrice formidable qui a une trentaine d'années, qui est blonde, qui est, comment s'appelle-t-elle ? C'est un documentaire sur l'environnement. Oui, j'aurais dû un petit peu préparer ça. C'est dommage. C'est un documentaire sur l'environnement et qui finit d'ailleurs par toute une série de propositions en matière de démocratie participative. Demain, voilà. Et qui était formidable. Je l'ai fait venir avec le concours de la province sud et de Philippe Michel dans le cadre de l'opération Ciné Sud qui se déroule au Ixon et où la province sud fait venir des films. Et on avait fait un débat spécial à cette occasion. J'ai participé aussi à l'avant-première du film en métropole. Et j'ai essayé de faire venir l'actrice principale, dont j'ai toujours pas le nom, pour présider le Festival du cinéma de la Foi. J'ai juste un trou maintenant. Ah, vous aussi, vous avez un trou, ça me fait plaisir. Vous, c'est votre vie, vous faites ça toute la journée, et je vois que vous avez oublié l'actrice. Mettez-moi en faute. Alors, nous allons lu attentivement, on va passer à la prochaine partie de notre échange. On a lu votre programme, qui nous a donc interpellé sur certains aspects. On va vous poser des questions dans cette deuxième partie. Allons-y. Philippe Gomès. Pardon, excusez-moi, je viens de me souvenir. Elle s'appelle Mélanie Laurent. Voilà. Mélanie Laurent. Je voulais absolument vous le dire parce que ça m'embêtait beaucoup de ne pas retrouver son nom. D'accord. Mélanie Laurent. Bon, mais c'est dit.
Alors, on revient à votre programme. On peut lire, je cite, l'ambition de faire de la Nouvelle-Calédonie une référence mondiale en matière de préservation et de valorisation de notre biodiversité. Or, dans ce dernier, le projet de conservatoire botanique n'est plus d'actualité, ni un quelconque programme de sauvetage des plantes menacées d'extinction. Et pourtant, l'urgence est là. Sur plus de 1000 espèces végétales évaluées, 42% sont menacées. Que va raconter la Nouvelle-Calédonie sur le sauvetage de sa flore unique au monde lors des grands événements mondiaux sur la biodiversité en 2020 ? Oui, votre question est un peu piquante, mais c'est bien. On veut faire, nous, Calédonie Ensemble, de la Nouvelle-Calédonie une référence mondiale en matière de biodiversité. Pourquoi ? La Nouvelle-Calédonie, c'est le deuxième hotspot mondial derrière Madagascar, c'est-à-dire, il faut bien se rendre compte, les Calédoniens ne se rendent pas toujours compte, mais c'est incroyable, notre petite île dans le Pacifique, c'est là où il y a la plus grande richesse après Madagascar en matière de biodiversité. C'est un truc énorme. En matière de biodiversité terrestre, comme vous le savez, on est le troisième hotspot après Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Donc, on a ce que je veux dire par là, pourquoi je cite ces chiffres qui peuvent parfois être un peu barbants, c'est pour dire on a une responsabilité mondiale. Ce n'est pas juste une responsabilité calédonienne pour préserver notre environnement, c'est une responsabilité à l'échelle de la planète. Donc, comme on l'a fait avec les récifs, ce que je veux dire, c'est que notre histoire à Calédonie Ensemble, on ne l'écrit pas aujourd'hui. Ça fait 15 ans qu'on l'écrit en termes de responsabilité. En 2004, quand on prend la province, le pouvoir en place, malgré les associations qui sont engagées, je pense à Corail Vivante notamment, le Sénat coutumier, institution qui a soutenu le dossier, le pouvoir en place ne veut pas inscrire les récifs calédoniens au patrimoine mondial de l'humanité. Nous gagnons les élections, c'était avec Marie-Noëlle Tamereau à l'époque, et nous engageons, j'exerce la présidence de la province sud, la procédure pour permettre en 2008 l'inscription des parties remarquables de nos récifs et de nos lagons au patrimoine mondial. Donc voilà comment on a fait du pays une référence mondiale en matière de protection des récifs. On a poursuivi le parc de la mer de Corail, que nous avons créé 1 300 000 km², dont 7 000 km² classés en réserve intégrale et 21 000 en réserve naturelle. Ça aussi, ça a été salué au plan mondial. On a fait de la Nouvelle-Calédonie une référence mondiale, là aussi, au travers de cette action. Et bien, il faut qu'on poursuive cette dynamique-là. Donc, c'est au-delà du conservatoire botanique dont vous parlez. Cette dynamique-là, elle vise justement à conserver pour la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a une responsabilité mondiale, des actions qui aient valeur d'exemple. Donc voilà le sens de la démarche qu'on a engagée. Mais au-delà de la démarche, en 2014, vous avez arrêté de financer un programme de conservation et de sauvetage de cette flore menacée. Eh bien, il faut le corriger. C'est une erreur. Si cela a été fait, c'est une erreur. Parce que aujourd'hui, on risque de perdre dans les années qui viennent. Il faut à partir de ce moment-là que cette action erratique soit corrigée et que le financement de ce programme soit assuré. Moi, je n'ai pas été alerté sur le sujet. Vous savez, on vient de créer le parc provincial de la côte oubliée. C'est pas rien. C'est 120 000 hectares, c'est de Ounia à Borindi, c'est un espace magique en matière de biodiversité, 97% d'endémisme. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté réelle, forte, puissante de Calédonie Ensemble dans les institutions qui dirigent. Donc, je ne dis pas que de ci, de là, un programme n'a pas été oublié ou une association pas subventionnée, bien sûr, non, mais là, ça existe. C'est important pour le signaler. Et c'est une grave erreur, c'est une grave erreur et il faudra la corriger à l'occasion de la prochaine mandature. On est profondément, c'est notre ADN, c'est notre marqueur politique, engagé pour la préservation, la protection de l'environnement, la valorisation, la protection de la biodiversité. Alors continuons sur une des menaces, les feux, qui sont la première menace sur ces plantes menacées de disparition, d'après Endemia, mais menacent également la ressource en eau, la production de bois. C'est-à-dire la SEM Sud Forêt perd des hectares chaque année plantés pour produire justement, développer cette filière. Votre programme propose de mettre en œuvre un plan de gestion des massifs forestiers, des dispositifs de guet, des réserves d'eau. Cela paraît bien à première vue, mais en tant que WWF, on ne retrouve aucune mesure phare de ce que l'on proposait. Le test d'un avion bombardier, le développement de réserves citoyennes, la collaboration conventionnée de l'armée pour la projection d'hommes, le traitement et l'aboutissement des plaintes contre les incendiaires. On est un peu inquiet. Non, vous n'êtes pas inquiet, je le sais, parce que vous savez qu'on fait des choses, mais vous le dites parce qu'on est à la télévision et vous devez piquer pour le dire. Mais je le suis sincèrement. Non, vous ne pouvez pas être sincèrement inquiet avec Calédonie Ensemble sur ces sujets. Je le suis toujours. Je vais vous dire, on fait un programme. Je vous dis la vérité des choses, hein. Je ne suis pas là pour raconter de la soupe. Voilà, on fait un programme. Quand on finit, on a 200 pages. Bon, alors quand on a 200 pages à la sortie, on sait très bien qu'en plus, les gens dans notre pays, ce n'est pas des très grands lecteurs qu'il faut arriver à résumer, à synthétiser, à faire la pédagogie des mesures. Ben, les 200 pages, on les ramène en 64. C'est le programme qu'on a diffusé
à 70 000 exemplaires à tous les Calédoniens. Et en élaguant, on élague beaucoup de choses que chaque association, vous, dans votre domaine, d'autres dans le domaine du social, dans le domaine du handicap, d'autres encore dans le domaine éducatif ou dans le domaine économique, espérer retrouver, parce que bien sûr chacun espère retrouver ce à quoi il tient, et chaque chose bien sûr est hyper importante, je ne le nie pas. On les hiérarchise. Mais voilà, Après 15 ans sur le dossier, là en l'espèce, je rappelle quand même, pour être très concret, que nous avons fait, et c'est Nicolas Metzorf qui s'est engagé là-dessus, avec un travail formidable, une concertation Politique exemplaire, de l'eau partagée. la politique partagée de l'eau, qui s'en était occupé jusqu'alors. Et dans la politique partagée de l'eau, vous le savez, on a déposé, nous, un amendement pour le plan d'action Feu Nouvelle-Calédonie. Donc ce que je veux dire, c'est que notre sensibilité, elle est là, elle est au rendez-vous. Notre action, elle est là, elle est au rendez-vous. Alors bien sûr, maintenant, il y a plusieurs centaines d'actions. Et celle-ci, elle est importante. Avoir un plan d'action Feu Nouvelle-Calédonie, oui. Ne pas le voir apparaître sur le dossier Feu m'a un peu interpellé. Mais il est dans le schéma. Pour nous, ça y est, c'est engagé. Le principe a été posé dans ce schéma, il a été posé par un amendement qui a été déposé par Philippe Michel. Donc non, on est croyez-moi, c'est pas parce qu'on ne voit pas que c'est écrit dans notre programme que ça n'existe pas. Notre programme, il se limite à l'essentiel parce qu'on embrasse l'ensemble du champ politique à une période charnière de notre histoire, mais on est sur ce sujet-là, comme sur les autres, totalement engagé. Et vous avez raison, c'est un fléau majeur et on doit se battre pour faire en sorte que chaque Calédonien soit conscientisé d'une part et qu'on mette en œuvre les moyens réglementaires et financiers nécessaires pour combattre ce fléau. C'est un des éléments essentiels d'ailleurs dans le rapport qui vient d'être rendu aujourd'hui concernant les risques qui pèsent sur notre biodiversité. Les feux sont mentionnés comme un élément majeur de la destruction aujourd'hui de notre biodiversité. Donc oui, agir, c'est pas simplement protéger les espèces menacées, c'est plus que ça. C'est véritablement la protection globale de notre biodiversité à l'échelle de notre pays et de la planète. Vous parliez tout à l'heure de la côte... Pardon, je m'excuse sur les feux parce que c'est un sujet. Moi, j'étais président de la commission des infrastructures publiques à la fin des années 97, 98, 99. Et c'est là, pour la première fois, qu'on a mis en place le plan nécessaire pour lutter contre les feux avec les hélicoptères bombardiers d'eau. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait aucun dispositif qui existait en Nouvelle-Calédonie pour lutter par les airs contre les feux. C'est le premier plan qui a été mis en place. À l'époque, ça coûtait 60 millions de francs CFP. C'est la Nouvelle-Calédonie qui l'a financé. Et le premier hélicoptère bombardier d'eau a été mis en place pour la saison 1999, d'abord dans le sud et ensuite, quelques années plus tard, un autre hélicoptère dans le nord. Donc voilà, pour dire que l'histoire qu'on écrit depuis 20 ans, on va continuer à écrire. Je comprends que vous voulez qu'on accélère le pas. Il y a une urgence. Voilà, qu'on accélère le pas. Et le rapport qui vient d'être rendu, qui indique qu'on est peut-être à la veille de la 6e extinction massive. Pas peut-être, on est dedans. On est aujourd'hui dans cette 6e extinction massive. Ce rapport qui vient d'être rendu, le cas échéant, témoigne qu'il faut hâter le pas. Donc vous avez raison. Et peut-être que dans notre pays, par rapport à la responsabilité que j'ai indiquée, qui est une responsabilité à l'échelle de l'humanité, on doit peut-être accélérer le pas encore plus vite que les autres. C'est la dernière petite question sur la biodiversité. Vous parliez tout à l'heure de la côte oubliée, à votre initiative, donc elle va protéger... Philippe Michel, président de la province Sud, qui a été très moteur là-dessus, avec Nina Julier, qui chez nous s'occupe de l'environnement. D'accord, donc je rappelle qu'elle va protéger la moitié des forêts humides sur sol minier, qu'il reste en Nouvelle-Calédonie. Mais à côté de ça, juste devant Nouméa, on est en train de voir se dégrader à vitesse grand V la réserve marine de l'îlot Signal, par une fréquentation démesurée du public calédonien et maintenant des croisiéristes australiens. Est-ce que votre ambition va se concentrer uniquement sur les sites non fréquentés, au détriment de ceux abritant également une nature riche, mais plus accessible? Il faut se réinventer. Je m'explique. La création des réserves, c'est pas si vieux que ça. J'ai été élu à la province Sud, c'est dans les années 90, à l'initiative à l'époque de Jacques Lafleur, que les premières réserves ont été créées. Elles étaient très mal perçues par les Calédoniens. Les Calédoniens sont des gens libres, qui ont l'habitude d'aller où ils veulent et de faire ce qu'ils veulent. Et donc ils ont vécu ces premières réserves comme des contraintes qu'on leur imposait, comme des atteintes à leur liberté. On part de là. On part de là. C'est pas il y a 150 ans, ça. Hein. C'est il y a 20-25 ans. Donc on part de là. Aujourd'hui, on doit franchir une nouvelle étape. C'est-à-dire, on doit accepter que la fréquentation soit diminuée pour protéger des milieux qui sont considérés par les Calédoniens comme des milieux qui sont les leurs, où ils doivent pouvoir aller quand ils veulent. Eh bien, il va falloir expliquer que non, ça n'est plus possible, parce que si on continue à laisser ces lieux être fréquentés comme ils le sont aujourd'hui, ou de manière de plus en plus intensive, à la fin, ces lieux disparaîtront. Et donc voilà, c'est une nouvelle pédagogie, une nouvelle action politique qu'il convient d'engager, après celle qu'on a connue ces 20-30 dernières années sur la création de ces réserves. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, quand j'étais maire de la Foix, à créer la réserve de Wano. La réserve de Wano, vous savez, qui part des plages de Wano jusqu'au récif et qui englobe
Kondoyo, qui est l'îlot au milieu, les gens de la foi n'en voulaient pas. Et j'ai eu des réunions houleuses, difficiles, en mairie, au centre socioculturel, avec les pêcheurs, avec tous les utilisateurs, parce que c'est le garde-manger. Le garde-manger de l'ensemble des gens de la foi. Et bien, on y est arrivé, et aujourd'hui, il n'y a pas une personne à la foi, pas une seule, qui contestera. Parce qu'ils ont compris qu'on pouvait tout à fait protéger et en même temps continuer à accepter des pratiques traditionnelles dès lors qu'elles sont raisonnables et responsables. Donc c'est cette pédagogie-là. Vous voyez, je ne crois pas à l'écologie punitive, je crois qu'elle est contre-productive. C'est-à-dire qu'on contraint, quand on tord le bras, quand on pénalise fiscalement, financièrement ou d'une autre manière, à partir de ce moment-là, on va avoir une sorte de réticence du corps social qui va nous conduire à plus pouvoir avancer. Moi, je crois beaucoup à l'incitation, à la pédagogie, à l'explication, parce que c'est une révolution culturelle dont on a besoin. C'est pas juste faire des gestes qu'on ne doit pas faire et qu'on punit. C'est une révolution culturelle. Il faut l'accompagner, cette révolution culturelle. Si on veut qu'elle soit efficace, à la sortie, il faut que le peuple calédonien s'approprie cette révolution. Ce n'est pas quelque chose qui lui est imposé, c'est quelque chose qui veut vivre, qui veut accompagner, parce qu'il a compris l'histoire et qui veut être acteur de cette histoire. On va poursuivre avec un autre thème, l'énergie. Alors, sur votre dernière mandature, la production photovoltaïque a été multipliée par 10 en 3 ans. Vous avez à présent de nouveaux objectifs ambitieux, comme celui de l'autosuffisance en énergie renouvelable dès 2021 pour Île Loyauté. Indépendance énergétique, une indépendance utile pour nous. Île des Pins, Île Loin et Bélep. Et vous allez encore plus loin parce que sur les îles, sur les îles, c'est 2021 en ce qui concerne les Loyautés, l'île des Pins et Bélep. Et pour l'ensemble du pays, c'est 2025. 2025, 100% énergie renouvelable. Voilà. Ce qui est une accélération, pardonnez-moi, parce que le calendrier original du schéma de transition énergétique, c'était 2030 pour 100%. Grâce à l'activité du gouvernement et notamment de Nicolas Mesdorf sur le sujet, on peut aujourd'hui prétendre atteindre la totalité de notre objectif en 2025. 2025, donc pour les besoins des ménages calédoniens et les entreprises. C'est ça. Hors nickel. Distribution publique hors nickel. Hors nickel. Oui. Pourtant, la Nouvelle-Calédonie, c'est l'un des territoires les plus polluants de la planète en termes d'émissions de gaz à effet de serre par habitant à cause de son industrie minière et métallurgique. Alors ceux qui polluent le plus ne participent pas? Encore une question qui pique? Non, c'est une simple question, monsieur Gomez. Non, vous avez raison, on hérite d'une histoire. On n'arrive pas avec une belle page blanche, on écrit d'une écriture déliée. Non, on hérite d'une histoire. Cette histoire, c'est 130 ans d'exploitation minière dans notre pays. Cette histoire, c'est 2 usines qui ont été réalisées, dont une dans le cadre du rééquilibrage. Et cette histoire, c'est toujours avec des moyens de production qui sont des moyens de production extrêmement polluants, puisque en ce qui concerne l'usine du Sud, comme celle du Nord, ce sont des centrales au charbon. Et en ce qui concerne l'usine d'Oniambo de la SLN, c'est une centrale au fioul lourd, qui n'existe plus partout dans le monde d'ailleurs, et qui aurait vocation à être interdite eu égard aux conséquences qu'elle peut avoir à la fois pour l'environnement et très probablement aussi pour la santé humaine. Donc on hérite de cette histoire. Nous maintenant, on va essayer d'écrire une nouvelle histoire, au moins en ce qui concerne la SLN. Sur les usines... sur les centrales au charbon du Nord et des îles, c'est difficile, même si des contraintes nouvelles peuvent leur être imposées pour qu'elles soient moins polluantes. Mais en ce qui concerne la SLN, j'ai pris le dossier en main, ça m'est d'ailleurs reproché, comme vous l'avez constaté, pendant cette campagne électorale, peut-être pas un peu trop en main, un peu trop volontariste sur le sujet, parce que je rappelle que depuis 10 ans, on a eu pas moins de 2 centrales électriques nouvelles qui auraient dû être construites par Eramet, l'une en 2009, l'arrêté ICPE d'ailleurs avait été donné, et une autre en 2015, et qu'elles ont été abandonnées par la société Eramet. Donc le dossier a été pris en main, nous allons la réaliser nous-mêmes au niveau du pays. Pourquoi? Pour 2 raisons. Première raison, on avait des outils de production nouveaux à réaliser, la centrale de Népouille qui arrivait au bout de sa course, voilà, et ensuite la TAC de Ducos, turbine c'est au kérosène qui permet, lorsqu'il y a des pointes, d'éviter que l'électricité soit coupée. Donc c'était quand même 4 milliards pour la TAC et 8 milliards pour Népouille, ça faisait une douzaine de milliards qu'il fallait sortir là dans les années qui viennent pour assumer la distribution publique d'électricité. Donc on s'est dit, ce serait pas bête de réaliser une nouvelle centrale qui va servir pour 25% pour la distribution publique et pour 75% pour la SLN. Donc ça c'est la première étape du dossier. Et aujourd'hui on est dans la deuxième étape. La deuxième étape, c'est comment faire pour que cette centrale au gaz, même s'il est contesté que ce soit le combustible de la transition énergétique, on ne va pas ouvrir le débat, on n'a pas le temps, mais comment faire en sorte que cette centrale au gaz, elle puisse apporter à la SLN et à la distribution publique le maximum d'énergie renouvelable. C'est le sujet. C'est le sujet aujourd'hui parce que l'énergie renouvelable, notamment photovoltaïque dans notre pays, est aujourd'hui hyper compétitive.
pour que les téléspectateurs comprennent, on arrive à 7 francs CFP du kilowattheure dans les derniers dossiers. Or, la SLN aujourd'hui produit à 13-14 francs son énergie avec la centrale de Nonambo, et ce qu'on appelle le mix énergétique d'Enercal, c'est-à-dire l'ensemble des énergies produites, c'est un prix moyen de 16 francs CFP du kilowattheure. Donc on peut être à la fois moins polluant et moins cher. Bingo pour la SLN, bingo pour la distribution publique. Sauf que, parce que tout n'est, contrairement à ce qu'on voit de l'extérieur, les choses ne sont jamais simples, chacun le sait quand on est en responsabilité. C'est yaka à l'extérieur, mais quand tu es en responsabilité, ça ne peut pas être yaka. Sauf que on est dans des technologies qui sont en évolution aujourd'hui extrêmement puissantes et extrêmement rapides. Et notamment, le vrai sujet, je suis désolé d'être un peu long, c'est le stockage de l'énergie photovoltaïque. Comment on arrive à la stocker pour l'utiliser au moment où on a besoin. C'est bien le soleil à midi, formidable, donc on peut capter cette énergie. Mais comment on fait pour l'utiliser le soir entre 18h et 20h, c'est-à-dire au moment où il y a les pointes. Et là, on est sur un projet, en ce qui concerne la centrale au gaz, de la coupler avec une centrale solaire de 200 MW, qui sera la plus grosse centrale solaire jamais réalisée au monde, sur un terrain de 200 hectares, de façon à ce que l'énergie produite au travers de cette centrale, pour la SLN et pour le pays, soit en moyenne dans l'année 70% au gaz et 30% d'énergie photovoltaïque. C'est-à-dire, en clair, que les fours de la SLN, dès lors que cette centrale sera réalisée, fin 2022, début 2023, pour un tiers fonctionneront grâce au soleil du pays. On sera un exemple quasiment unique au monde. Donc voilà, c'est ça aussi l'enjeu de cette nouvelle centrale par rapport à la question que vous m'avez posée. Alors c'est une belle surprise, mais il existe déjà à côté de Bordeaux, à Cesta, une ferme photovoltaïque qui alimente 240 000 habitants. Donc qui est déjà de cette dimension-là, qui fait du 300 MW crête. Mais là, c'est un industriel électro-intensif que vous alimentez, hein. C'est pas des habitants. Hein. Je parle d'un expert, mais... non, mais c'est vachement important de comprendre ça, c'est que le four, il peut pas s'arrêter. Exactement. Chez toi, l'électricité, elle peut s'arrêter. Le four, il peut pas s'arrêter. Le four, il s'arrête, donc il casse. Il faut stocker ou il faut coupler. Je suis complètement Voilà, c'est ça. Il faut pas, parce que les gens, ils disent, il n'y a qu'à faire du feu de bois pour alimenter. Non, il faut... un four, ça coûte 1 milliard, enfin, c'est un truc de fou. Donc il faut impérativement garantir, tu ne peux pas avoir le luxe d'une coupure, ça ne peut pas exister. Donc voilà pourquoi on est obligé de coupler, hein. C'est important que les gens le comprennent. Mais alors, vous considérez le gaz en effet comme une énergie sur laquelle il faut investir. Pour le WWF, c'est une énergie passerelle, pour la transition écologique. Donc qui dit transition dit effacement de cette énergie fossile, en tout cas de ce gaz fossile, pour être remplacé. Comment est-ce que, même si on commence par un combiné solaire-gaz, comment est-ce que vous envisagez de ne pas rester avec 70% de gaz sur 40 ans et de le remplacer progressivement, ce gaz fossile, par du biogaz ou un autre... Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué, il y a 10 ans de ça, Facebook, ça n'existait pas. Ça va très vite la technologie. Non, mais ça ne vous a pas échappé. Facebook, ça n'existait pas il y a 10 ans de ça. Donc ça veut dire qu'on est dans un monde aujourd'hui, en 10 ans, on vit des révolutions technologiques qu'on vivait avant à l'échelle d'un siècle. Et puis il y a eu la COP21. Donc il y a une accélération du temps, accélération extraordinaire. L'affaire du stockage dont je vous parle, de l'énergie photovoltaïque, il y a 5 ans de ça, ça n'existait pas. C'était les premières batteries qui commençaient à être installées pour stocker sur place, c'est-à-dire à l'endroit des fermes, l'énergie. Donc dans 10 ans, c'est pour ça que votre question, à moins d'être de lire dans la boule de cristal ou dans le café, ce qui est possible, le marc de café, mais n'ayant ni une, ni cette qualité, ni la seconde, sauf pour le résultat des élections le 12 mai, que je peux lire, mais je ne vais pas vous dire. Mais on ne peut pas prédire l'évolution des technologies. On voit ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Sur des turbines, par exemple, qui seraient en série. Là, aujourd'hui, mais peut-être que dans 5 ans, votre proposition est totalement has-been. Ah, peut-être. Non, mais peut-être, à l'allure à laquelle ça va, peut-être dans 5 ans, c'est totalement has-been. Aujourd'hui, parce qu'à un moment, il faut décider. Vous voyez, pour la centrale, votre question est très pertinente. Parce que pour la centrale, à un moment, il faut décider. On va décider maintenant de quelque chose qui va ouvrir fin 2022, début 2023, c'est-à-dire dans 4 ans. Et on sait que dans 4 ans, tout aura encore bougé. Mais on ne peut plus attendre. Donc, on va faire avec les technologies qui sont aujourd'hui même pas matures, hein, à peine matures sur le stockage de l'énergie photovoltaïque, de façon à ce que dans 4 ans, on puisse avoir 70% gaz, 30% énergie renouvelable. Mais je suis sûr que dans 4 ans, les choses auront évolué tellement qu'on se dira, c'est dommage. Pas piégé. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'avancer. La centrale, là, ça sera de toute façon qui va être fait.
Je rappelle que c'est quand même division par 2 des gaz à effet de serre. Je rappelle que c'est plus de dioxyde d'azote. Je rappelle que c'est 14 fois de poussière en moins. Je rappelle que ce sont des dioxydes de soufre divisés par 7. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on va passer quand même de l'archaïsme Du 19e absolu au 20e siècle. au 21e, monsieur. Ah, ben justement, on aimerait. On va poursuivre avec la mine. En matière de surveillance de l'impact de l'activité minière et métallurgique en Nouvelle-Calédonie, la création en 2009, à votre initiative, de l'Observatoire de l'environnement, l'œil, donc c'est une réelle avancée. Oui. Mais alors que l'œil a prouvé toute sa valeur depuis 10 ans, les subventions accordées n'ont jamais été aussi basses qu'en 2018, du fait d'un désengagement financier progressif des industriels. L'œil, qui est seul outil de surveillance environnementale indépendant de l'industrie minière et métallurgique, est-ce qu'il ne mérite-t-il pas d'être financé par voie réglementaire et non par des conventions remises en cause après avoir été signées ? Vous avez raison, mais ce n'est pas simplement la question de l'œil. Nous, on considère à Calédonie Ensemble, même si ce n'est pas écrit dans le programme, pour les raisons que je vous ai indiquées, parce que c'était l'encyclopédie universaliste qu'on aurait dû faire, parce qu'on a vraiment travaillé sur un projet chiffré, étayé, argumenté et construit. C'est le problème du financement de l'ensemble des politiques en matière d'environnement et notamment de l'ensemble du système associatif. Le système associatif qui est essentiel dans un pays comme le nôtre parce que c'est des bénévoles, c'est des contre-pouvoirs, c'est tout ce qui est nécessaire dans un domaine comme celui de l'environnement. Le tissu associatif est financé de manière ponctuelle avec les bonnes années budgétaires, ben oui, la subvention elle tombe et elle peut être de bonne dimension. Les mauvaises années, les subventions versées aux associations deviennent des variables d'ajustement. Donc c'est pas sain dans notre système. Et nous, on est favorable à adopter un dispositif fiscal qui permette au tissu associatif d'être garanti sur le montant du financement qui lui est alloué annuellement. Parce que c'est la condition pour pouvoir construire des politiques publiques et des actions publiques ou parapubliques, puisqu'il s'agit d'associations, sur la durée. Et donc, la création c'est la création de quel dispositif fiscal, de quelle redevance fiscale, assise sur quelle activité économique on est susceptible de créer pour financer ce tissu associatif. Donc nous, c'est un champ de réflexion qu'on souhaite ouvrir dans le domaine de l'environnement avec l'ensemble des partenaires du secteur pour leur garantir les moyens de leur action. C'est une action qui, pour la Nouvelle-Calédonie, est essentielle. Les associations sont à l'origine de toutes les avancées. Ce n'est pas elles, au bout du compte, qui vont permettre la mise en place. Je pense par exemple, je redis Corail Vivant pour l'inscription des récifs, c'est vraiment le travail de Corail Vivant, soutenu ensuite par le Sénat coutumier, qui a permis au pouvoir public en 2004, lorsque la majorité politique était en phase avec ces actions-là, d'engager la procédure d'inscription des récifs. Donc le tissu associatif reste un tissu majeur pour qu'on soit plus vertueux dans la manière dont on protège notre environnement, on valorise notre biodiversité. Alors, pour rester dans les aspects financement et outils de financement, dans votre programme, vous promettez la création d'un fonds pour les générations futures, oui, alimenté par l'industrie minière, afin de financer à la fois la réhabilitation environnementale, oui, la diversification économique et de constituer de l'épargne pour les futures générations, oui, calédoniennes. Pourquoi cette fois-ci cela va marcher alors qu'on fait, vous l'avez dit, 130 ans de nickel, et j'entends depuis 20 ans parler de ce fonds. Pourquoi cette fois-ci, on doit croire qu'il va arriver ? Alors, on s'est engagé, nous, depuis 10 ans sur ce fonds. La première déclaration sur la création de ce fonds est cette redevance d'extraction minière. Je rappelle qu'il doit s'appliquer sur toute tonne de minerai, qu'il soit transformé localement ou qu'il soit exporté. Redevance qui sera assise sur le LME, de façon à ce qu'elle soit variable, et que lorsque la conjoncture n'est pas bonne, elle soit de l'épaisseur du trait pour ne pas pénaliser les entreprises, et quand la conjoncture est bonne, qu'elle puisse rapporter au fonds pour les générations futures des moyens significatifs. Et donc, cette redevance-là, en 2010 au Congrès, vous trouverez une déclaration de Calédonie Ensemble qui indique la volonté de création de cette redevance d'une part, le fonds pour les générations futures et sa création d'autre part, ayant vocation pour 50%, comme vous l'avez indiqué, à constituer une épargne intergénérationnelle, dont on pourrait utiliser les intérêts mais pas plus, pour 40% diversifier les filières économiques, notamment économie bleue et économie verte, et 10% pour les communes minières qui ont été celles qui ont payé le prix lourd de l'exploitation ces dernières années. Pourquoi on n'y est pas arrivé ? Parce que pour voter une loi au Congrès, il faut 28 voix. Il faut 28 voix. Une loi, c'est 28 voix sur 54. Et Calédonie Ensemble, même si c'est la première formation politique du pays, même si on a gagné les élections en 2014, Calédonie Ensemble, c'est 15 voix. Donc il faut systématiquement que sur chaque dossier,
c'est l'autorité de la concurrence, c'est la loi antitrust, c'est le projet éducatif, peu importe. Il faut qu'on aille chercher d'autres formations pour soutenir ce qu'on a envie de faire passer. Sauf que là, on a trouvé porte close, monsieur. Pourquoi ? Parce que le lobby minier et métallurgique est d'une puissance quand même extraordinaire, qu'une redevance d'extraction à payer pour Cognambo, non, pas trop, ils n'ont pas trop envie. Goro, j'en parle pas, la SLN sûrement pas, les petits mineurs encore moins. Donc conclusion à la sortie, Calédonie Ensemble étant la seule formation à vouloir permettre l'adoption de cette redevance d'extraction minière, on ne trouve pas les 28 voix nécessaires. Donc voilà pourquoi on a fait chou blanc. Alors vous allez me dire, ouais, maintenant que vous avez fait chou blanc sur cette mandature et sur la mandature précédente, pourquoi vous allez réussir cette année ? Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le monde, il y a deux catégories de gens. Les pessimistes, comme vous, Sûrement et les pas, sinon optimistes je ne serais comme pas moi. ce métier. Je ne serais pas WWF. Et moi, je suis optimiste. Je pense que les optimistes font tourner le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une conscientisation de plus en plus forte, qui n'était pas le cas il y a 10 ans, qui n'était pas le cas il y a 5 ans, mais qui est le cas maintenant, sur indépendamment de l'action des lobbies, la nécessité qu'on ne soit pas le seul pays du monde où on n'a pas de redevance sur l'exploitation de nos ressources minières. Et où ces ressources, c'est-à-dire qu'on a des industries qui ne payent pas leurs matières premières. Ça n'existe pas. Toute industrie dans le monde doit payer sa matière première. Sauf l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie qui ne la paye pas. Donc il est temps, c'est une hérésie en 2019 de se retrouver dans cette situation. Et je pense que la conscientisation des autres formations politiques indépendantistes et non indépendantistes, parce que le problème se pose des deux côtés, est désormais suffisante pour qu'on espère légitimement, nous, Calédonie Ensemble, faire adopter cette redevance d'extraction à l'occasion de la mandature à venir. C'est pour nous un dossier central. Si on avait instauré cette redevance d'extraction entre 2002 et 2012, le Fonds pour les générations futures aurait aujourd'hui 50 milliards de francs CFP. Donc on a appauvri notre pays, appauvri nos moyens, alors que franchement, il n'y a aucune raison que dans notre pays, ça ne soit pas le cas. Même la quasi-totalité des pays africains, qui ne sont quand même pas dans des situations extraordinaires, ont instauré des redevances de cette nature. Dernier détail, je le dis parce qu'on parle des protocoles de stabilité fiscale. On me dit oui, mais Cognambo a un protocole de stabilité. Goro aussi, donc ils ne payent pas d'impôts tant qu'ils n'ont pas... Entrer en production nominale. C'est ça, au bout de 15 ans. C'est pas que encore en production, c'est au bout de 15 ans qu'ils paieront des impôts. Les seuls impôts qu'ils payent aujourd'hui, c'est les centimes additionnels à la patente pour les communes. Bon. Et donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça pas taxe, mais redevance. C'est-à-dire, c'est une redevance, je suis désolé, c'est un peu technique, un peu fiscal, c'est une redevance à caractère domanial et pas une redevance à caractère fiscal. Ce qui permet, malgré les protocoles de stabilité fiscale passés avec Goro et Cognambo, que cette redevance puisse s'appliquer. Donc voilà le chemin juridique qu'on a pris pour aboutir à notre objectif politique. Merci M. Gomez, le temps passe. On suivra le dossier avec attention. Donc, on part sur un autre thème, et ce sera le dernier, la diversification économique. On note l'ambition politique d'augmenter la production de bois local, d'assurer la restauration des sites miniers, des captages d'eau, de développer des infrastructures agroécologiques dans l'espace rural. Donc les besoins en production de plants n'en manquent donc pas. Pourtant, aujourd'hui, des pépinières souffrent de difficultés financières, d'autres ferment. Comment allez-vous sécuriser cette filière à hauteur des ambitions affichées ? Parce qu'il faut impérativement donner une assise à une filière qui aujourd'hui bénéficie de déclarations politiques, mais pas de volonté politique. La déclaration politique, c'est parfois un rite incantatoire dans la bouche des hommes politiques pour expliquer qu'il faut faire ci et ça. Mais si en face, on ne met pas les actes nécessaires pour le permettre, on n'y arrivera pas. C'est exactement le cas en ce qui concerne ces pépinières. Et c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tout au long des années écoulées, dans le cadre des différentes responsabilités que j'ai exercées, à plusieurs moments, parce que je suis beaucoup en brousse et qu'il y a pas mal d'acteurs dans ce domaine-là en brousse, ils sont venus me solliciter pour m'indiquer mais ça va pas, ça marche pas, etc. Je pense notamment à la pépinière qui existait à Saramea, juste à côté de la Foi, et que j'ai connu très longtemps avec les Moglia. Et donc, en réalité, là-dessus, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, alors qu'on devrait être en capacité de production maximum, ceux qui ont la capacité à produire, soit n'y arrivent pas, soit ferment. Je mets à part quand même ce qui a été développé par un certain nombre, je pense à Goro, qui a fait un gros boulot en la matière. Il ne faut pas non plus, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est très ciblé, c'est une géographie très privilégiée. Mais c'est quand même important de le dire, ce que je veux dire. Parce que c'est dans l'arrêté ICPE qu'on les a obligés à faire tout ça. Hein. Ce n'était pas dans le dossier initial en ce qui concerne l'usine de Goro. Hein. Donc ça a été une volonté politique qui a permis ce qui se passe aujourd'hui, même si c'est effectivement circonscrit. Là, je parle de captage d'eau, oui, de forêt sèche. Donc concrètement, vous allez faire comment ?
Eh ben, c'est-à-dire, quand vous me dites vous faites comment? C'est-à-dire comment permettre aux pépinières, un, de se développer, et deux, de répondre à l'ensemble des besoins qui sont ceux qui sont exprimés par notre société aujourd'hui et qui correspondent aux objectifs politiques qu'on s'est fixés. Je crois qu'il faut véritablement adopter au niveau de la province, parce que à mon avis c'est plus une compétence de la province que du Congrès, un plan de soutien aux pépinières du pays pour qu'elles répondent aux objectifs politiques qu'on s'est fixés en matière de protection de l'environnement et de valorisation de la biodiversité, ce qui n'est pas le cas. Mais vous savez, je sais qu'on voit toujours le train qui n'arrive pas à l'heure, et donc la pépinière c'est le train qui n'arrive pas à l'heure, je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Vous voyez ce que je veux dire? Ces 15 dernières années, on est parti d'un désert, ou quasi-désert en matière. Il n'y a même pas de code de l'environnement en province sud. Enfin, il faut reprendre les choses où on était. Il n'y avait pas de code de l'environnement. Le code de l'environnement, c'est quand je présidais la province, qu'avec la majorité politique de l'époque, on l'a fait adopter. C'était en 2008. Hein. Donc ce que je veux dire, voilà, il y a 10 ans de ça, et il n'y a pas Facebook, il n'y a pas de code de l'environnement non plus. Donc voilà, on a avancé, mais il y a beaucoup de chemins sur lesquels il faut qu'on affirme notre pas. Philippe Gomès, on arrive au terme de cette émission. Déjà, oui. Avant de nous quitter, par contre, je vais vous demander de tirer une question dans ce petit panier, de nous la lire et d'y répondre. Bon, c'est pas... Est-ce que je peux la choisir? Non. Alors. Waouh! Non, vous plaisantez pas avec vos questions. Dans le contexte climatique que l'on connaît, en quoi la Nouvelle-Calédonie sera différente en 2050? Ben, si tout va mal, la température de la planète aura augmenté d'1,5 à 2 degrés. Si tout va mal, les eaux auront monté. Si tout va mal, les océans s'étant acidifiés et la température de l'eau de mer ayant également monté, on se retrouvera avec des récifs qui auront fait l'objet d'opérations de blanchissement majeures, à l'instar de ce qui s'est passé en Australie et dans d'autres pays de la région, parce que je rappelle que 75% des récifs de la planète sont en très mauvaise santé, soit morts, hein, c'est simple, les récifs calédoniens sont parmi les plus exceptionnels. Et puis on aura les zones côtières qui auront été inondées, des habitats qui auront dû être déplacés. Je croyais que vous étiez optimiste. Donc ça j'ai dit c'est tout va mal, si tout va mal. Et ben c'est pour ça qu'on fait de la politique, c'est pour rendre possible ce qui est nécessaire. Et il est nécessaire de permettre à notre île de rester ce qu'elle est aujourd'hui. On le doit aux jeunes générations. Donc le 12 mai, nous et d'autres, on n'est pas la seule à porter cette volonté en matière d'environnement, mais en tout cas nous, on a accompli un certain nombre d'actes ces 15 dernières années sur ces sujets-là. J'espère que ceux qui seront en responsabilité partout dans le pays, dans les 3 provinces et au Congrès, au gouvernement, auront ce souci-là, ce souci partagé, de faire en sorte que la terre dont on a hérité, on puisse la léguer dans un état non dégradé aux générations futures. Ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Gomez. Merci à vous, merci de votre invitation et puis merci pour la simplicité, le côté cash de l'échange. Merci Fadaï, merci Monsieur Gomez de vous être prêté au jeu. Merci aussi à tous les téléspectateurs de Calédonia. Puis merci, j'en profite, à Calédonia aussi pour avoir accepté de relever le défi de cette émission de transition écologique et de cette belle équipe. Voilà. On se retrouve de toute façon mercredi prochain dans une de nos émissions spéciales. Donc, mercredi, le thème sera la transition écologique. Mais avant ça, on se retrouve dimanche. Nous suivrons en direct les élections provinciales avec de nombreux invités. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.